bienvenue tout le monde. Moi, c'est Laurence. Et moi, c'est Francis. Et c'est notre épisode des techniciens sur les méthodes d'entraînement. Mm-hmm. Ça te dit quoi, toi, Francis? Pourquoi on a trouvé ça pertinent de parler d'entraînement? Ben, pour moi, l'entraînement, ça commence beaucoup par comment ça apprend un animal, comment moi, je peux transmettre de l'information à mon animal, comment je peux lui apprendre des choses, mais aussi les applications concrètes, comment je peux modifier son comportement, ses agissements. Ça me dérange, j'aimerais qu'il ne le fasse plus. Ça, j'aimerais ça qu'il puisse faire ça, comment je lui apprends à le faire, puis qu'ensuite il puisse le faire à répétition. Ouais. Moi, je trouve que c'est aussi une façon de communiquer, parce qu'on l'a dit l'autre fois, mais moi, j'aime ça communiquer avec l'animal. Donc, je pense que c'est une bonne façon d'être prévisible pour un animal puis qu'il comprenne ce qu'on lui demande. Donc, avec un entraînement super adéquat, on a une meilleure compréhension de qu'est-ce qui est attendu, en fait, que l'animal est attendu et l'inverse. Donc, il y a cet aspect-là aussi, je pense, qui est le fun dans l'entraînement, c'est vraiment de se comprendre. Puis rendu là, de se comprendre, donc la communication, ça mène une belle relation. Si tu réussis à apprendre à l'animal une manière de communiquer qui est fiable pour toi, mais pour lui aussi, ben clairement, le temps de qualité qu'il va passer avec toi, là, ça va être incomparable. C'est aussi le côté juste de belles relations. C'est fou parce que quand je travaillais en urgence, là, il y avait des chiens qui étaient comme stressés d'être hospitalisés et tout. Tu as juste à t'approcher d'eux et dire « Hey, tu me fais-tu un beau assis? » Puis là, donne-moi la patte. Puis ils sont comme « Oh mon Dieu, je sais ce que tu me demandes, je comprends ce que tu me dis. » J'avais l'impression que tout le monde parlait comme une autre langue extraterrestre, mais maintenant que tu me dis des choses comme ça, je sais ce que tu veux de moi. Puis c'est fou comment ça changeait leur comportement. Là, c'est clair, d'une shot. Il a baissé son anxiété d'un niveau, juste avec un assis. Ben oui, parce que c'est comme si tu t'allais, mettons, en Chine, puis que t'es perdu. On fait juste te domper là, genre, bon, bye, salut, pas de point de repère. Comme en Chine ou au Japon, un langage comme plus difficile. Puis là, qu'il y a quelqu'un qui te dit « Francis, as-tu besoin d'aide? » T'es comme « Oh mon Dieu, oui, j'ai vraiment besoin d'aide. » Je reconnais ces mots-là. Enfin, un point de repère. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là aussi que ça permet d'avoir, bref. Puis, tu sais, de prime abord, moi, je tiens vraiment à mentionner, là, on parle tout le temps d'entraînement de chien. Quand on parle d'entraînement d'apprentissage, les gens disent, ils voient un chien, qu'on lui apprend un assis, puis on donne la patte, puis on donne un biscuit. Mais tous les animaux apprennent de même, là, à la base. Les humains aussi, là. Ben, on est un animal, nous autres aussi. On est une espèce, comme un chat est une autre espèce. Puis on apprend à la base tout de la même façon. On a nos préférences d'apprentissage, où on a des forces et des points à travailler. Mais c'est... Moi, quand je parle de comportement de chat, je suis comme le premier souvent à dire oui, ça apprend un chat. Ah ouais, tu peux l'éduquer. Je dis oui, tu peux l'éduquer. C'est juste, c'est pas la même vitesse que le chien, mettons. Exact, ou les mêmes motivations. Ben, c'est la même chose, tu sais. Puis moi, je suis en éducation aussi à l'université. Puis, écoute, c'est similaire. Les grands principes d'apprentissage se ressemblent au bout de la ligne. Donc, il y en a un qu'on peut parler avec des humains pour dire, tu sais, la prochaine fois, j'aimerais mieux que X, Y, Z. Mais il y a une autre façon de communiquer avec les animaux aussi qui peut être tout à fait adéquate. Et toutes les bases de l'éducation sont basées sur les grands Skinner de ce monde, entre autres. Là. Tu sais, il y a une chose qu'il faut tout de suite mettre sur la table, c'est premièrement, là, les animaux non humains ne parlent pas. Ils n'utilisent pas des mots pour se comprendre, n'échangent pas en faisant des phrases, puis ils n'ont pas ce code complexe du langage que nous, on a. Puis s'ils ont un langage, ben, nous, on ne le connaît pas, ce langage-là, fait qu'on ne parle pas, on ne peut pas communiquer avec eux. Donc, de prime abord, là, moi, quand je vois les gens là, avec des bébés animaux, là, puis qui leur fait des phrases complètes, là, ça, c'est comme le summum de l'ironie. Là. C'est ça. Tu sais, tu peux parler à ton enfant d'1 an, puis il fait des phrases complètes, puis tu sais, il y a 1 an d'apprentissage pour peut-être comprendre quelques mots. Là, tu as ton petit papy de 2-3 mois, tu dis « Non, il ne faut pas faire ça, dadadadada. » Il n'a appris aucun de ces mots-là, il n'a pas appris à parler, puis il n'apprendra jamais à parler. Non, effectivement, puis je pense que c'est aussi beaucoup de distraction pour un animal. Donc, notre système, comment on fait dans notre cerveau, c'est qu'on capte tous les éléments, que ce soit
les sons du visuel, le chaud-froid et tout. Puis si on overload dans mon français avec plein de mots comme ça, on n'est pas en train d'aider l'animal à apprendre quoi que ce soit ou à faire des associations efficaces. Exact. Tu vois, même dans le domaine zoologique, on disait « porte pas de parfum ». Parce que l'animal, tu es en train de l'entraîner, puis là, tu bouges, puis là, il se demande si c'est ça qui est le cue ou si c'est un renforcement. Il te sent aussi. Parce qu'on peut entraîner un animal à répondre à une odeur. On le voit pour les chiens là, qui détectent des trucs. Oui, les pistons, oui. Tout ça, ça peut être des distractions. Donc, quand on essaie d'entraîner, on va essayer de limiter au maximum toutes les autres parasites, toutes les autres distractions qui pourraient entrer dans son cerveau en même temps. Puis, tu sais, rendu là, quand on est en apprentissage, quand nous, on a l'intention d'apprendre quelque chose à l'animal, il ne sait même pas, à la base, lui, il ne sait pas c'est quoi notre intention. C'est pour ça que toutes ces petites variables-là là, que tu viens de nommer, c'est sûr qu'il faut s'en départir le plus possible parce que l'animal, lui, il capte plein d'infos, puis il ne sait pas c'est quoi ton but, c'est sur quoi tu veux mettre de l'emphase, puis qu'est-ce qu'il est supposé faire. À la base, il ne sait rien pantoute. Là. On parle de table rase. C'est comme l'animal, tu sais, les personnes à l'école là, qui disaient ça va-tu être à l'examen? Dites-vous que votre animal, là, il est toujours à se demander ça c'est pertinent? Ça c'est pertinent? Cette couleur est-elle à l'examen? Cette plante était à l'examen? Ton parfum, il est-il à l'examen? Je suis supposée savoir, est-ce que je suis supposée l'associer à quelque chose qui va arriver de le fun ou de pas le fun? Donc, tu sais, le moins de choses possible. L'écureuil au bord de la rue, il est à l'examen? Ça, il est à l'examen, c'est clair. C'est clair, c'est vraiment important, les écureuils. Fait que, comment ça apprend un animal? T'sais, à la base, qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Rien du tout. Non, mais on sait, tu sais, un peu dans les courants, là, je vais transgresser puis aller du côté humain. Là. Ouais. Donc, il y a des grands courants pédagogiques qui sont partis quand même principalement du behaviorisme. On a entendu ça souvent, puis on a une vision, moi, je trouve un peu négative du behaviorisme. Quand moi, je vois dans notre ère, en tout cas, un behavioriste gentil qui est vraiment comme qui a une bonne valeur. Donc, on a le behavioriste qui était on donne des conséquences à tes actions, que ce soit pour les renforcer ou pour les faire éteindre. On a aussi, après ça, eu le courant de la transmission de connaissances. Donc, je parle, donc arrange-toi pour apprendre. Donc, il est très, très humain. Là. Je fais une lecture, écoute. Il y a encore beaucoup à l'université, ça, je pense. Oui, je parle, puis je ne m'intéresse pas à savoir si tu retiens. Là. Ouais, il y a un livre qui s'appelle Vous enseignez, mais eux apprennent-ils? Hein? Bonne question. Exactement, ça te remet à ta place. Puis on est aussi dans le constructivisme, donc apprentissage par l'action. Je fais quelque chose, donc j'apprends. Et aussi le socio-constructiviste qui est j'apprends en faisant quelque chose, mais en diade, en duo ou dans une classe. C'est un peu comme dans un écosystème social. Donc, qui a un avantage sur l'apprentissage. Donc, parce que soit que tu as un effet de coopération, collaboration, ou que tu as un effet de rétrospective, de feedback. Ben oui, ben tu as ça, mais tu as aussi quelque chose qui s'appelle l'auto-efficacité, là, une théorie de Bandura, puis là, je suis déjà rendue loin dans la théorie, là, mais bref, lui, il dit que si je te vois faire une tâche, puis que tu la réussis, puis que je suis, somme toute, capable de m'identifier à toi, c'est-à-dire, on a la même âge, on a la même formation, ben je vais me dire, « Ah, mon Dieu, je dois être capable de le faire. » Fait que ma motivation, elle va être vraiment plus haute parce que j'évalue être capable de pouvoir faire la chose parce que je t'ai vu le faire. Tu as été capable, toi, donc moi, je dois être capable. Fait que, bon, ça, tu viens de décrire les courants comme historiques d'apprentissage chez les humains. Oui, ben c'est les courants pédagogiques, mais tout ça, là, on voit que ça part quand même de Skinner et aussi, tu sais, on pense tout à Pavlov quand on parle d'apprentissage, tu sais, lui qui était... Ouais, ça me sonne une cloche. Une joke de Pavlov, tout le monde. Donc, tu sais, Pavlov, Thorndike. Thorndike. Puis la loi de l'effet, puis Skinner qui est arrivé, lui, avec des concepts, là, puis on les entend encore aujourd'hui, là, de renforcement puis de punition. Donc, ça, quand même, la base fondamentale là, de l'apprentissage. Puis ça date des années faciles 1950. Là. Ouais, c'est début la loi 1900 pour... la loi de l'effet, c'est début des années 1900. Ouais. Puis ensuite, Skinner est arrivé dans les années 1950, un petit peu après la Deuxième Guerre mondiale, ça fait de même. Là. Fait que c'est récent, mais pas tant. C'est ça. Ben, pour nous, c'est loin, mais c'est dans l'histoire du monde. L'histoire de la science, c'est vraiment récent.
Oui, c'est ça, exact. Puis, tu sais, moi, je me souviens avoir lu un article de Skinner en 1950-ish qui était How to Teach Animals, dans Oh, lequel il explique comment entraîner des animaux, mais aussi un enfant enfin, avec un clicker, donc avec un marqueur conditionné. Donc, on entend plus en plus parler de clicker ou de sifflet pour ouais. entraîner. Puis, dites-vous que ça fait facile 50 ans là, que ça existe, c'est juste pas populaire. Ah, c'est sûr. Mais il y a un gros effet de popularité, justement, parce que à un certain point, si tu entraînes des animaux de cette façon-là, puis tu sais, on se le cachera pas, là, les humains, nous, on se considère souvent culturellement comme meilleurs que les animaux, supérieurs aux animaux pour la majorité. Fait que, tu sais, des techniques d'apprentissage pour les animaux, mais c'est pour les animaux. Hein? Ça Oui, serait insultant que tu les utilises pour moi. Fait que, ah c'est-tu une ouais. des raisons, tu penses que c'est pas populaire chez les humains? Ben, je pense que oui, parce que quand tu regardes l'histoire du clicker, puis le clicker qui est l'entraînement avec un petit marqueur conditionné, Qui qui fait a juste fait le son clic, dans le fond. juste le fond clic, qui a fait quand même son passage vers les humains, puis ça s'appelle le tag teach pour les Ouais. humains. Ben, ce que les femmes qui ont inventé ça, en fait, utilisé ça chez l'humain, principalement popularisé ça, si je pourrais me permettre, euh, ils ont changé le nom pour ça. Parce qu'ils Pour sont fait pas que dire, oh ça mon... soit associé Ouais, pour pas que ça soit au associé au comportement clicker, d'animal. parce que, oh mon Dieu, t'entraîneras pas mon enfant, pardon, de la même Comme façon qu'un t'entraînes. chien. Ou qu'un Wesh! pigeon, ben, je pense historiquement c'était le Wesh! pigeon. Là. Oui, non, c'est clairement. Fait que, tu sais, quand ils ont changé ça pour un autre nom, ils ont fait, ah, OK, OK, OK. Donc, C'est beaucoup mieux. il y a vraiment comme une perception négative de ce qui marche pour un animal. Mon Dieu, on ne devrait pas l'utiliser pour un humain, c'est atroce et non éthique, mais le système pédagogique est basé sur des recherches fondamentales qui ont pris des animaux là, à tester Ah dessus. ouais. Là. Tu sais, ça, cette science-là de l'apprentissage des animaux, c'est de l'éthologie, dans le fond. Ça vient de l'analyse, de la Les science qui comportements. étudie les comportements des animaux, puis de l'éthologie. Il y a plein de choses qu'on peut tirer, puis ensuite faire des applications techniques concrètes. Fait que, tu sais, l'apprentissage, ça fait partie des applications techniques de l'éthologie, si je ne me trompe pas. Tu sais, l'éthologie, c'est de constater un peu les comportements. Tu sais, à même Ouais. titre que l'éthogramme, c'est l'éventail de nos Mm-hmm. comportements. Donc, on a tout un éventail différent. Si je suis une raie versus si je suis un primate, j'ai absolument pas le même éthogramme. Mais oui, tu sais, ces gens-là se sont basés, je crois, sur des observations. Puis, ils sont allés dans la théorie là, pour nous arriver avec des ratios de renforcement. C'est étudié. Est-ce que Qu'est-ce qui est plus Qu'est-ce qui est efficace? plus efficace? À quel point il faut renforcer vite? Il y a des études qui ont montré qu'il faut renforcer dans le 0,5 secondes pour faire un Ouais, le lien efficace, timing. le Ouais. timing. Donc, tout ça, c'est très, très de la recherche fondamentale sur laquelle c'est bâti, je pense, des techniques, des théories, puis des méthodes qu'on utilise maintenant. Tu sais. Fait que là, on a touché l'aspect historique, mais au final, Ouais. comment ça apprend un animal? J'en reviens à cette question-là. Comment C'est ça apprend? mystérieux. Écoute, Mystérieux. moi, je dis toujours, là, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, on entend souvent les gens dire on apprend par essai-erreur. Puis moi, là, j'allais dire ça me fâche. Je suis capable de me gérer, là, mais ça ne me fâche pas tant que ça. Mais on apprend par essai-réussite, selon moi. Essai-succès. Moi, j'ai entendu essai-succès une couple de fois. Essai-succès, tu Ouais. vois, moi, je m'en fâcherais si je disais essai-succès pendant 3 fois de Essai-succès. suite. Succès. Essai-succès, essai-succès. Donc, essai-réussite, Essai-réussite. dans le sens, c'est quand on réussit, il y a une décharge de dopamine. Tu sais, quand on a une rétroaction positive, que ça fonctionne ce qu'on fait, ou quelqu'un nous dit Hey, good job, on a quand même une décharge de dopamine dans notre cerveau. Il y a un relâchement de neurotransmetteurs qui nous fait comme Ouh, système de récompense, ouh, c'est plaisant, C'est bon, j'aimerais ça que ça ça. réarrive encore. C'est le fun. J'aimerais ça beaucoup le revoir, le ressentir à nouveau. Oui, exactement. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est la base de comment on apprend. Puis, on essaie de reproduire encore le même comportement pour avoir une autre décharge. On est tous des dopés de dopamine. Les dopamine. Dopamine. Ah, bon, ok, je t'en ai. Fait que Les jeux ça de joue mots, beaucoup ça dans va la bien, chimie ça du va bien. cerveau, l'apprentissage, dans ce cas-là. Fait que ça va Ben oui, vraiment toucher la neurologie. Là. ben oui, parce que tu sais, l'apprentissage, là, je pense que aussi, il faut voir ça pour quelque chose de physique. Physiquement, Hmm. nos neurones, ils vont se connecter ensemble. On Physiquement, s'échanger on de le l'info. voit. Oui, c'est ça. Donc, quelqu'un qui apprend,
si on fait un IRM, on va voir plus de matière grise, on va voir un changement physique au niveau de son cerveau. Puis l'apprentissage, c'est vraiment de se faire des chemins neuronaux. Donc, de se faire une belle route dans le cerveau pour quelque chose. Je donne souvent l'analyse de défricher une forêt. Exact. Moi, je dis créer un sentier, se créer un chemin. Moi, je dis marcher dans la neige. Ah, ben oui. C'est 2 types d'efforts. Tu vois, moi, j'aime pas marcher dans la neige. Ça doit être d'arracher des mauvaises herbes. Mais le même allégorie, dans le sens, plus tu marches sur ton chemin, plus tu défriches, plus tu en prends soin, plus c'est un chemin qui est praticable, plus c'est facile t'en souvenir, c'est facile de le faire. Moi, j'aime pas piler dans la neige. Fait que, on voit les pas dans 2 pieds de neige. Tu veux pas être la première, ça queue dans le fond. Ah, je veux pas. Je veux être en arrière quand la neige est toute tapée et que le chemin est super facile à emprunter. Exactement. Donc, quand ton apprentissage il est maîtrisé. Exact. Puis après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Si on l'utilise pas, si tu l'as pas défriché depuis genre 2 ans, ton chemin. Ben, la neige elle va remplir le trou. Exactement, où il va y avoir des pousses d'arbres qui vont faire que ça va être beaucoup plus dur de te rappeler de ton apprentissage ou de refaire le comportement qu'on t'a demandé. Fait que ça, dans le fond, ce qu'on décrit, c'est la mémoire. Oui. Parce que c'est ça, un apprentissage, un peu, c'est stocker de l'information dans ton cerveau. Puis là, ton cerveau, il doit se moduler, se façonner pour dire comme quand il y a telle information extérieure, si tu réagis comme ça, il y a ce qui va se passer. Mais ton cerveau, il veut être efficace. C'est ça, tu veux t'épargner des efforts. Oui, c'est ça. Donc, il va trouver la façon la plus efficace de trouver la bonne chose. Donc, il va mettre des belles routes bien pavées entre des informations s'il a vu que ça fonctionnait. Comme ça, tu économises l'énergie aussi. Là. Mais là, on parle juste, là, on n'a même pas parlé de Shopchi encore. On a parlé on n'est pas rendu. Comment un cerveau, ça fonctionne au niveau de l'apprentissage. Fait que là, on sait que la mémoire est impliquée, la chimie du cerveau est impliquée. Y a-t-il d'autres ingrédients nécessaires pour faire de l'apprentissage? Attends, mais tu me fais penser, je pense que de nommer un peu les obstacles à l'apprentissage. Ouais. OK, ouais. Les émotions, c'est très, très mauvais pour les apprentissages. Tu sais, les émotions envahissantes, on va dire. Tu sais, on le voit là, dans le cadre quand on faisait de la médecine comportementale. Un animal qui est très, très anxieux ou très, très énervé, comme incontrôlable, tu n'as pas vraiment accès à ta mémoire de travail. Si je te pointe un fusil sur ton cerveau, Francis, puis je te dis, donne-moi ton numéro de téléphone, d'après moi, tu t'en souviens plus. Non, puis j'ai déjà fait pipi. Tu as déjà fait pipi en plus. Donc, tu sais, un animal ou un humain qui est hyper stressé, les facultés là, pour, un, apprendre, puis deux, redonner la bonne réponse, par exemple. Si je demande à mon chien de s'asseoir, puis il est hyper stressé, c'est pas qu'il veut pas, il est pas capable d'aller chercher l'information de qu'est-ce que ça veut dire assis, donc. OK, fait que, mettons, t'es sous le joug de l'émotion, tu es bouleversé par les circonstances, par ce que tu ressens, ça va être difficile pour toi d'aller chercher l'information. Fait que, un chien qui est en panique, si tu demandes le assis, ça va être difficile pour lui d'aller chercher l'information dans son cerveau. Mais est-ce qu'il peut quand même apprendre dans sa panique pendant qu'il vit son émotion? Mais je pense qu'il peut y avoir un conditionnement, nécessairement. Hein? S'il m'arrive quelque chose de vraiment traumatisant, je vais apprendre de cette situation-là. C'est-à-dire, je vais essayer de ne pas retomber dans cette situation-là le moins. Parce que c'est tellement pas le fun, genre. Ah ben non. Fait qu'on va comme être conditionné à, mettons, je sais pas, moi, j'ai eu un accident de voiture, puis j'aime pas les voitures. C'est ça, OK. Fait que tu vas avoir associé ça, le conditionnement, tu vas associer. Ça, c'est. Pourquoi je t'ai posé la question? C'est parce que c'est une affaire que j'entends vraiment souvent. Quand tu es émotif, tu n'apprends pas. C'est comme, c'est pas tout à fait ça. Tu peux apprendre, mais tu n'apprendras pas nécessairement ce que tu aimerais apprendre. Tu as peu de contrôle sur ça. Tu n'as pas de contrôle sur ton apprentissage. Tu as moins de contrôle sur ton apprentissage. Oui. Fait que quand on revient sur le côté, là, c'est une situation classique où est-ce que je suis un humain, j'ai des animaux, je veux modifier leur comportement. Oui. Là, ce qu'on retient, c'est s'ils sont super émotifs, qui ont peur, par exemple, ou qui sont super énervés, sont pas calmes, ça va être difficile pour toi de leur apprendre exactement ce que tu veux parce qu'ils ne sont pas dans les conditions optimales. C'est des obstacles à ça. Ils vont faire les liens qu'ils veulent. Je pense que la mémoire, on a la mémoire à long terme, où est-ce qu'on emmagasine des choses. Tu as la mémoire de travail, je pense qu'elle peut traiter 3 ou 5 éléments, unités à la fois dans ton cerveau. Puis si tu es stressé, ben, ce nombre-là, il diminue. Donc, un chien qui voit un écureuil, il n'y en a plus d'unités dans son cerveau. Là. Il ne peut plus ramener des choses pertinentes dans sa mémoire de travail. C'est fini. Là.
Ah, voilà, voilà. OK, super. Fait que, y a-tu d'autres obstacles de même que les émotions pour l'apprentissage? Moi, principalement, c'est ça que je disais Hum. aux clients parce que souvent, on a l'impression qu'il ne veut pas nous écouter ou qu'il est boqué ou qu'il est. Ouais, les gens ils disent souvent ça, il est têtu, il veut Il est pas, ou ils têtu. vont mettre ça sur le dos de la race. Ah, on sait bien, c'est un terrier, hein, ils sont têtus, les terriers. Écoute, j'ai entraîné des poissons. Il n'y a pas d'animaux têtus, là. Ça n'existe pas. Je pense que l'autre sujet super intéressant, c'est la motivation. Ah, Pourquoi l'animal ferait ça? Tu sais? ouais. Fait que là, les gens qui disent le chien est têtu, en fait, tu me dis, il n'est pas motivé. Pourquoi il ferait telle chose? Il se pose cette question-là, pourquoi je ferais ça? Hein? Ouais. Ou, en plus, s'il ne se pose pas la question, je ne comprends pas ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me demandes? Ça, c'est quand à il a la compris base. le message. Ça, il faut qu'il comprenne le message. Mhm. Il faut qu'il soit motivé pour le faire, effectivement. Tu sais. Sais, moi, c'est, mettons, milieu clinique vétérinaire classique. Là. Je suis à la réception, moi, je suis technicien en santé animale. Mes clients, ils arrivent avec leur petit animal qui est malade. OK? Faut que j'ai checké sa patte, il boite. Ouais. Puis là, les gens sont en avant. Puis là, ils attendent que la salle soit prête et qu'on aille les chercher. Le chien, il gémit. Il est comme j'aime pas ça être ici, j'ai mal à la patte, je peux-tu retourner à la maison? Qu'est-ce Il qu'on va fait pas ici? bien. Des étrangers, il y a d'autres chiens, il y a une écureuil. Puis là, Ici, les c'est pas gens le sont point. comme assis, 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 hey, assis, couche, couche, assis. Puis là, le chien, il fait pas. Hein? C'est parce que, un, pourquoi je le ferais? Deux, mettons, je sais c'est quoi le assis, j'ai pas envie. Soit, t'as-tu pensé à ça, maman, avant de me le demander? Genre, que j'ai peut-être pas envie de m'asseoir parce que ça fait mal à ma patte, Oui, peut-être? vraiment. Ou Ou s'asseoir juste que, sur l'asphalte chaude, là, l'été. Assis. genre, Ça brûle! ben oui, c'est ça, son confort à lui. Je comprends que tu veux qu'il s'assoie pour qu'il se calme, mais tu sais, lui, s'il est tellement stressé que s'asseoir, c'est la dernière affaire qu'il a envie de faire dans sa vie, parce que s'il s'assoit, peut-être qu'il va se faire sauter dessus par un ours qu'il n'a pas vu l'autre bord. Tu sais, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, lui. Il ne sait pas il est où. Fait que si les gens ne pensent pas à ça, ils font juste s'obstiner à dire moi, je veux que tu fasses ça parce que je te l'ai dit. Parce que je décide. Il y a un problème, je trouve, justement au Ouais. niveau de la relation entre les deux. Ben, de la relation, puis je sais pas, toi, tu as dû déjà voir ça, là, mais moi, j'avais une belle fenêtre vers le stationnement. Puis je voyais OK. des gens prendre leur visite chez le vétérinaire comme une bonne séance d'entraînement, puis Ah, de choquer leurs animaux dans le parking. Puis l'association que cet animal-là va faire n'est pas ouais. excellente avec le je m'en vais au vétérinaire. Il est déjà stressé, il a fait une balade de voiture, donc il n'a peut-être pas accès à toutes ses capacités en même temps. Et là, Ouais. on s'en va l'étrangler pour Genre, rien. le chien, il boque, il veut rester dans le véhicule, il veut pas Ah sortir, oui, il veut pas avancer vers la exact. porte d'entrée. Puis là, la personne attire sous sa laisse, ça tire sur son collier, puis là, ça l'étouffe un peu. Le chien, il boque, pouc, pouc, pouc. Puis là, il y a ce petit combat-là ici. Le Ça va pas chien, aller mieux la prochaine fois, on et c'est s'entend, ça, il là. fait comme maudite clinique vétérinaire. À chaque fois que je suis à ce bâtiment-là, c'est désagréable ce Ah, que je vis. ça fait mal, Ce c'est pas le bâtiment est fun. désagréable. Exactement. Donc, ce bâtiment, comment je pourrais prévenir que je vais aller à ce bâtiment? Quand on prend la voiture. Fait Quand que là, j'évite de rentrer la voiture parce que la voiture peut annoncer le bâtiment, oui, donc le désagrément. on prend pas de chance. Puis je pense que le pire des apprentissages, aussi que les gens ne pensent pas, la personne qui tire la S et qui cause le désagrément, c'est à la personne. Fait que l'apprentissage, encore une fois, c'est un effet secondaire. On ne sait pas qu'est-ce que l'animal peut apprendre parce qu'il n'y a pas comme le contrôle de ce qu'il apprend. Mm. C'est toi, maman, t'es désagréable des fois. Puis Ça peut effectivement. ça enlève un petit peu de la confiance qu'il pourrait avoir en toi ou de sa motivation à interagir avec toi. J'avais au Biodôme, il parlait d'un compte en banque. Ouais. Ta relation, c'est de l'argent que tu mets dans ton animal, de la confiance et tout. Puis quand on fait des choses comme ça qui minent la confiance ou qui créent un désagrément, là, tu fais un retrait. Ouais. Puis tu peux te retrouver dans le négatif. Ouais, c'est ça, c'est précieux, là, un lien de confiance. Puis selon à quel point, tu sais, si tu as mis, ça fait beaucoup de temps, puis la majorité des moments que tu passes avec ton animal, il est agréable pour vous deux. Les fois que tu vas avoir dépassé les bornes, dépassé les limites, tu vas l'avoir rendu inconfortable. Justement, ça fait un retrait, mais tu sais, tu restes encore, tu fais comme correct, correct, je le mets de côté. Mais des fois, ça ne te pardonnera pas. Puis, genre, moi, je suis un gars de minou, je suis un gars de comportement de chat. Puis les chats, leur compte en banque, quand on fait des dépôts de confiance, c'est des cents à la fois. Mais quand on fait des retraits, c'est des dollars à la fois. Fait que c'est
pas long que tu es dans le négatif, puis là, le chat, il se laisse plus faire, il veut plus s'approcher de toi, puis il te fait plus confiance. C'est triste, hein? Tu vois, moi, je dis tout le temps que les animaux, c'est des statisticiens. Ouais. OK? Puis exemple, moi, j'ai des amis qui ont vu mon chien Patate vraiment à plusieurs reprises, puis à chaque fois, c'était le fun, puis leur faisait faire des trucs de clicker et tout. Ces gens-là, ils les adorent. Mais Ouais. moi, il ne me fait pas des réactions comme ça. Pourquoi? Parce que, oui, je l'entraîne, puis ça va bien, mais il y a aussi des moments où est-ce que je dors, puis je fais rien. T'es Il y a plate. des moments où est-ce que je travaille, puis je fais rien. Donc, Ouais. statistiquement, il y a vraiment moins de moments avec moi qui sont « Oh mon Dieu, magnifique! » Ouais. versus la personne qui vient peut-être 2 fois semaine, puis que là, on fait juste de C'est l'entraînement. le party à chaque Cette fois. personne-là est hot! Ah, super. Fait que là, en résumé, là, les animaux apprennent beaucoup par association. Exact. Moins Un par... événement annonce quelque chose. Mhm. Fait que le char, tu sais, moi, avec les minous, la cage de transport que tu sors du garde-robe, Une fois par ça veut année. dire qu'on va chez le vet ou chez le Exact. toiletteur. Je rentre pas là-dedans. OK. Puis l'autre, c'est si je m'assis, j'ai un biscuit. Ou si je jappe, j'ai une claque à la gueule. Ouais. Fait que c'est comportement-conséquence. Fait qu'il y a l'association entre deux événements, puis l'association entre un comportement puis l'impact dans l'environnement, sa conséquence. Ça, je pense que ça résume les deux conditionnements, comme Skinner et Pavlov. Oui, ben, je pense qu'on peut passer vite sur le conditionnement classique qui est, en fait, d'associer, de pairer une activité à quelque chose de plaisant. Ça donne une réponse involontaire. Donc, le chien de Pavlov, c'est on a fait la sonnette et donné de est-ce que je sais pas, on a entendu mon chien éternuer, mais on fait sonner la sonnette, on donne la nourriture. Donc, la réponse, c'est je sursalive. Oui, parce que quand l'animal, tu sais, à la base, quand l'animal, il voit la nourriture, là, dans l'expérience de Pavlov, c'était des chiens. Là, fait que tu montres de la bouffe aux chiens, les chiens font comme de la bouffe, puis ils se mettent à saliver. Là, ce qui est cool avec c'est un comportement salivé, je veux dire, tu peux le voir, c'est une action que l'animal fait, mais il n'y a pas de contrôle de ses glandes salivaires. Là. On s'entend, il ne fait pas comme ça me tente de baver. C'est vraiment plus comme ben tiens, je suis en train de baver comme un gros mongol. Puis, ça n'a pas l'air pratique, je pense, comme exemple dans la vie pour monsieur, madame, tout le monde, mais ce qu'on peut penser comme autre chose involontaire, c'est nos émotions. Ouais. Donc, si je te dis, Francis, sois triste maintenant. Je peux me péter la tête à quelque part. Tu peux comme faker, là, mais tu peux pas être triste. C'est pas comme ça. Donc, ce que ça nous permet de faire le conditionnement classique, c'est vraiment si tu as une émotion X dans une situation, donc tu es stressé, puis là, je le perds avec 1000 $, c'est-à-dire plein d'argent pour un humain, ben tu n'as plus peur. Moi, j'aime l'exemple, mettons, tu sais, les peurs des araignées, des petites phobies comme ça. Tu as pas des araignées. Là, tu me le perds. Il y a une araignée qui apparaît, puis là, tu me dis non, 1000 pièces. L'araignée vient de te donner 1000 pièces, c'est grâce à l'araignée que tu as 1000 pièces. Donc, tu n'as pas peur de l'araignée. Là, je suis comme, t'as peur. C'est le fun d'une araignée. La prochaine fois que je vais avoir une araignée, je vais me dire, et où Laurence et son 1000 $? Oui. Je l'attends toujours. Mais ça change ton émotion qui était volontaire. Tu sais, puis, voilà. Puis ça, c'est la source d'une incompréhension vraiment classique qui est si mon chien jappe ou grogne puis que je lui donne des croquettes, je vais renforcer le comportement. Bien, quand on est en conditionnement classique, on ne parle pas de comportement. De communication d'une émotion, d'un état physiologique, oui. Comportement, c'est du conditionnement opérant. Donc, si votre chien grogne... Je vais faire l'avocat du diable. Oui. Mais japper, c'est un comportement, Laurence. Pas quand ça communique une émotion, je ne suis pas d'accord. OK, fait que là, tu me dis, il y a des comportements que ça communique des émotions. Fait que là, tu mets des nuances, là. On a du gris. C'est juste du gris qu'on a, de toute façon, dans toutes ces discussions-là. Mais, tu sais, on s'entend que faut pas si on pense qu'un comportement est dû à un stress ou à un état physiologique plate, à Caroline qu'il ne faut pas s'empêcher de donner de la nourriture pour changer l'émotion. Donc, tu vois, tu as eu peur de ça, tu as tort, check, voilà 1000 pièces. Moi, une affaire qui me brisait le cœur quand je le voyais circuler ces réseaux sociaux, là, c'est les chiens qui sont vraiment affectés par des orages. Quand ils entendent des orages, des feux d'artifice, ils vont se cacher en dessous du lit, puis ils tremblent, puis tu sais, c'est un moment tellement pénible pour eux. Ah, ils pensent mourir.
Ouais. La pire chose que tu peux faire, c'est d'aller le rassurer ou de le flatter parce que là, tu renforces sa peur. Ouais. Tu dis bravo, bon chien d'avoir peur. Mais ça, c'est de mal comprendre l'apprentissage. Parce que C'est pas les bons termes. c'est ça, renforcer, c'est sur un comportement. Donc, Mhm. aller se coucher sous le lit, ça serait correct. Mais de ressentir la terreur qui te fait trembler là, comme une feuille morte, c'est pas ça que tu vas contrôler. Parce que c'est incompatible. Je veux dire, si ce chien-là, admettons, qui adore être en présence de toi, qui adore se faire flatter, puis c'est ce que tu lui offres pendant qu'il vit cette terreur-là, ben, ça ne peut que l'aider. Oui, exactement. Fait qu'au final, il va peut-être, si tu fais ça, associer que quand il y a un tonnerre, il y a un éclair, s'il va se cacher en dessous du lit, tu vas aller le voir puis le flatter. Fait qu'il va être content, il va entendre le tonnerre, il va faire oh, si je vais en dessous du lit, je vais me faire flatter. Nice. À la limite, je pense qu'il ne pensera même pas à son comportement parce que s'il est Bon. dans sa tête avec beaucoup d'émotions, d'après moi, il ne fait pas des liens hyper efficaces non plus. Fait que tu es en conditionnement classique. Au pire des pires, ce qui va arriver, c'est je me sens moins pire parce que j'ai pas raison d'avoir peur. C'est sûr que si on il va aller te voir. Il va dire quand il y a du tonnerre, quand je passe du temps avec toi, ça va mieux. Oui, exactement. Tu sais, c'est pas grave. Donc, réconfortez-les, vos animaux, quand ils ont peur. Ça, je pense que c'est un des pires conseils qu'on entend, mais de façon les ignorer ou de ne pas les rassurer. Là. Exact. Puis on vous dit pas, allez le voir puis dire « Oh mon Dieu, tu dois être vraiment stressé! » Puis paniquer toi aussi parce que là, lui, il pense qu'il y a une bombe dehors. Fait que si j'arrive en disant « Mon Dieu, il y a une bombe dehors! » Je suis pas en train d'aider quoi que ce soit. Mais si je m'en vais le voir pour dire « Good boy! Ça va, good puppy, t'es bon! » Puis je te donne des biscuits. Je ne peux pas avoir plus peur de l'orage. Puis moi, ce que j'aime, là, souvent, les gens vont dire « Ah, c'est sûr que tu as raison de ce que tu dis, Laurence, parce que les animaux vont le ressentir. Hein, ils vont le sentir que tu es paniqué. Hein, ils vont le sentir que tu es content. C'est comme ça va les calmer. » Puis moi, j'aime préciser, écoute, c'est pas de l'énergie qui flotte dans l'air, là. C'est pas de la magie, tout ça. C'est pas de la magie. Ils le sentent pas, genre, avec un sixième sens. Ils le voient dans ta face quand tu es de bonne humeur ou quand tu es anxieux. Ils le voient par le langage corporel, les chiens, puis les chats, puis en tout cas, beaucoup d'espèces animales, là, je pense que ça a été dit sur les chevaux, les vaches. Ils le voient dans ta face quand tu es stressé et que tu ne l'es pas. Oui. On est très expressif, puis je le vois chez d'autres animaux aussi. C'est comme un petit langage un peu universel. Là. Ben, si toi, tu arrives puis tu as l'air anxieux, puis tu sais, tu es l'humain dans la maison, c'est toi d'habitude qu'aux yeux du chien, tu sais tout. Tu sais où elle bouffe, tu sais quand il faut être calme, tu sais quand tout va bien, tu sais où il faut sortir pour aller faire pipi. Bref, si tu arrives en panique, c'est parce qu'il doit avoir une maudite bonne raison de paniquer. Oh my God, si elle a panique, si là, c'est la fin du monde. C'est pas tant qu'il ressent ta panique, c'est que ta panique fait que lui, il a comme information que ça va pas bien. Qu'on est deux à paniquer, bref. Exact. Tu sais que j'avais raison de paniquer. Fait quand j'ai l'impression que c'est peut-être parti aussi d'une mauvaise compréhension, mais aussi comme d'un souci de ne pas aller voir l'animal pour dire c'est vrai que c'est triste, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? T'es apeuré, tu sais. Ça, c'est ça qu'on n'encourage pas à faire ça, mais je pense que ça va être moins pire. C'est pas. Que rien faire, mettons. Oui, il n'y a rien qui va vraiment beaucoup empirer. En fait, la pire affaire que tu pourrais faire, c'est genre réprimander ton animal, de ressentir de la peur. Rendu là, tu as peur d'avoir peur. Punis ton enfant de ressentir de la tristesse, puis c'est tout aussi terrible. Oui. Tu n'as pas le droit d'avoir de la peine. C'est juste les hommes. T'es un homme, tu ne sens pas la peur. Ben, c'est ça. Tu as peur. Viens, je vais te donner une raison d'avoir peur. L'art de briser. Pas peur. Mais puis de l'autre côté du spectre, parce que ça, c'est un peu le conditionnement classique, mais de l'autre côté, tu as le conditionnement opérant. Puis je pense, Francis, si tu veux nous détailler un peu les définitions du renforcement puis de la punition, puis qu'on les mette un peu en parallèle, en opposition avec tout ce qui est pairé ou conditionné. Exact. Parce que, tu sais, le renforcement positif, je n'ai pas besoin de le nommer, tout le monde sait c'est quoi, mais savent-ils vraiment c'est quoi ça? Première affaire, là, premièrement, le renforcement positif, les gens disent « Ah, le mot positif, c'est parce que c'est bon, c'est gentil. » Mais c'est pas ça, OK? Il y a du renforcement négatif aussi qui existe, puis ça c'est quand même une bonne chose pour l'animal, du renforcement négatif. Le côté le fun, là, le côté plaisant, agréable pour l'animal, il réside dans le mot renforcement. Puis le mot positif, tout ce que je veux dire, c'est un ajout. Ouais. Négatif, c'est j'enlève quelque chose en conséquence. Fait, en gros, là, c'est
le chien s'assoit, je lui donne un biscuit. Fait un biscuit, c'est bon dans la bouche, donc c'est un renforcement. Puis c'est positif parce que j'ajoute le biscuit dans sa bouche. T'sais, il n'était pas là avant, puis là, je viens de le rajouter. Le renforcement en tant que tel n'est pas positif. Le renforcement veut juste dire que ça va t'amener à refaire le comportement. Exact. Parce que quand on parle de renforcement négatif, ça fait mal du renforcement négatif. Ben, donc, j'avais mal. Et je l'enlève. Et là, j'enlève cet inconfort-là. C'est ça, un renforcement négatif. C'est genre, tu m'enlèves une épine du pied. Fait que whatever ce que j'ai fait qui a mené à ce que mon épine de pied s'enlève, ça, je vais le répéter parce que ça a mené à quelque chose de bien. C'est comme un soulagement, en fait. Mais on m'a donné l'exemple en humaine, pour des humains. Tu sais, un enseignant qui dit à sa classe hey, « Vous avez été vraiment bon aujourd'hui, congé de devoir. » Congé de soulagement, renforcement négatif. Fait que si vous continuez d'être bon, vous allez peut-être avoir moins de devoirs. C'est ça. On veut que le comportement, être gentil en classe, soit répété en enlevant quelque chose qui était perçu de façon négative. C'est tellement mélangeant parce que c'est pratiquement des mathématiques. Là. Le mot positif et négatif, c'est comme des batteries. Il n'y a pas un good side et un dark side of the battery. C'est vraiment juste, il y a un côté qui est chargé positivement, donc qui a moins d'électrons et plus de protons. Puis de l'autre côté, il y a plein d'électrons puis moins de protons, fait que ça donne une charge négative. Tu n'as pas cette perception de bien puis de mal dans une batterie. Ben, c'est la même affaire dans renforcement positif-négatif, dans le conditionnement opérant, mais ça, c'est bien mélangeant pour le monde. Bien, je pense aussi que ça vient d'une habitude à ne pas aimer le mot punition. Parce qu'une punition, à son contraire, c'est faire quelque chose pour qu'un comportement, la probabilité du comportement se répète diminue. Diminue, exactement. Donc, on n'aime pas ça le mot punition, on n'aime pas ça dire aux gens qu'on fait de la punition. Fait que souvent, non, jamais t'avouerais. Mettons, je suis un entraîneur de chien, là, un dresseur. Dis-moi, je travaille en renforcement positif. Puis moi, je travaille pas en punition, je travaille en renforcement. Mais dans le fond, là, si tu fais du renforcement négatif, c'est parce que tu y as foutu une contrainte en premier ou un désagrément. Puis c'est quand il fait le comportement escorté, là, tu enlèves la contrainte. Genre, le chien tire en laisse, je lui choque le cou, fait que je lui ajoute une douleur dans le cou. Puis quand il ralentit le pas puis qu'il marche au pied comme je le veux, je lui enlève cette douleur. Renforcement négatif. Fait que, moi, je peux juste dire je ne travaille qu'en renforcement négatif. Puis ça passe bien, mais dans le fond, tu choques le chien. Hein? Écoute, ça passerait, puis c'est ça qui est triste là-dedans. Ouais. Mais puis je pense aussi qu'il y a un glissement entre les termes rétroaction. Parce que ça se ressemble. Une rétroaction positive, c'est à dire bravo, tu as réussi la tâche X. Puis une rétroaction négative, c'était pas tout à fait ça, donc il faudrait vraiment que tu corriges ta technique ou ton erreur t'a dit A, c'était B. Ça, c'est une rétroaction négative. Mais on ne peut pas faire une rétroaction positive, ça se veut un peu un renforcement positif, mais une rétroaction négative, c'est absolument pas un renforcement négatif. Non, vraiment pas. C'est une punition positive. Ça veut que tu arrêtes de faire cette erreur-là. Ce que tu as fait, c'était pas bon. C'était pas bon, mais c'est pas chargé émotivement, une rétroaction négative. Ça peut juste être informatif. Oui, c'est supposé être constructif. Là. Fait que moi, je pense que c'est ça le glissement entre les termes. Ça a du sens. Je veux dire, le mot positif, dans les deux expressions, ils n'ont même pas la même définition. Non. C'est mélangeant. Là. Fait que dans le conditionnement opérant, bon, on a parlé du renforcement positif, négatif, puis la punition, il y a punition positive. Encore une fois, ça a l'air mélangeant, mais c'est pas punition le fun. Là. C'est punition en conséquence désagréable que j'ai ajoutée. Le positif, c'est l'ajout, puis punition négative, c'est conséquence désagréable que j'ai retirée suite à ton comportement. Punition positive, c'est classique, tape ça à gueule. Fais pas ça, paf, t'aloches. Moi, j'aimerais ça dire aussi que juste dire non, c'est une punition. Fait que les gens qui ne pensent pas faire de la punition, puis, by the way, de la punition positive, ça a un impact sur la qualité de vie des animaux, là. Les méthodes aversives. Mais juste dire des non, des hey ou des crier. Ou avoir l'air fâché, en fait, parce que c'est pas le mot non nécessairement qui fait mal. Non. Mais la face fâchée et menaçante. J'aime rappeler aux gens là, que leurs chiens, là, la moyenne des chiens, là, ils vont peser entre 50-60 livres. Mettons 20-30 kilos. OK? Nous, les humains, on pèse entre 150 livres en moyenne, 170, là, puis donc 60 kilos à peu près, 75 kilos. On est facilement 2 à 5 fois plus gros qu'eux autres. Ça, c'est sans parler des petits caniches Yorkie Poodle Toy, là, que eux autres, si tu as l'air fâché,
à leurs yeux, tu pourrais les écraser puis les tuer d'une shot. Puis je suis pas mal certain que les animaux sont conscients de leur grosseur. Parce que justement, tu sais, les petits chiens, ils vont aboyer plus souvent, mais tu sais, si on dit tantôt, l'aboiement, c'est une expression des émotions. Ben, ils vivent beaucoup d'émotions, les petits chiens. Mais avec raison, ils ont peur souvent. Et tout est gros. Toutes les personnes, les étrangers, ils ont le potentiel de les tuer en les regardant trop fort. Fait que moi aussi, j'aurais peur à leur place. Tu vois, moi, je pense que, je ne sais pas s'ils savent qu'ils sont plus petits, mais je pense que nous, on sait qu'on est capable d'être, je vais dire violent, parce que je trouve que la punition possible, c'est de la violence. Là. Oui. Je pense qu'on sait qu'on ne va pas mourir, qu'on n'est pas en danger. Ouais. Puis quand on regarde, tu sais, puis qu'on soit pour ou contre, là, entraîner un orque, je peux vous dire que c'est pas fait avec un choker. Non, tu vas mourir vraiment vite. C'est ça. Tu sais, dans les zoos, là, moi, j'ai fait mon stage au zoo de Granby à la fin de ma technique en santé animale. Puis c'est là que ça m'a un petit peu frappé l'apprentissage. Puis de voir le contraste de comment on travaille avec les animaux de zoo, puis comment on travaille avec les chiens, comment ça n'a pas de sens. C'est comme. C'est pas. Moi, j'ai été dans une génération où est-ce que j'ai appris de manière égale le conditionnement opérant puis classique, puis les vieilles théories désuètes de dominance puis de principe de l'alpha chez le chien, où est-ce qu'il fallait montrer que tu étais le chef, blablabla. Ça a été clairement invalidé depuis des décennies. Là. Et même le gars qui l'a écrit s'est rétracté. Oui, c'est ça même. C'est Mitch. Là, il a dit comme ça, c'est ce que je pensais le dire, mais j'ai fait plus d'études scientifiques puis j'ai réalisé que je me trompais. My bad. Ça n'a pas suivi le courant populaire, malheureusement. Bref. Fait que tout ça pour dire, au zoo de Granby, là, on est capable de couper les griffes des tigres. Sans problème. C'est même pas un défi, là. Fait qu'il y avait Jack, le tigre du zoo de Granby, que ce que le gars faisait, il prenait une grande pôle avec au bout son repas. Fait que c'était des bouts de viande la plupart du temps. Puis il le mettait en haut d'une clôture de frost, parce que naturellement, avec le tigre, tu ne rentres pas dans son enclos, là. Oublie ça. C'est pas une question de c'est pas possible. Ça se peut que ce soit super gentil, mais c'est parce que la journée qui est de mauvais poil, puis que ça tente de te croquer la tête, il va le faire, puis tu n'auras rien à dire. T'sais. Fait qu'il met ça au bout de sa pôle, puis là, le tigre va juste comme grimper sur la clôture de frost, puis là, ben, ses griffes vont sortir. Fait que pendant que quelqu'un le nourrit, ben, il y a quelqu'un qui va couper les griffes, puis là, bien entendu, il m'expliquait que ça, on n'est pas arrivé du jour au lendemain, là. Il a fallu qu'on l'entraîne à tous les jours un petit peu pour lui apprendre à mettre ses pattes de plus en plus haut pour aller chercher la viande, pour qu'il apprenne que oui, si tu grimpes, tu vas avoir ta petite bouffe. Puis que quand tu te fais toucher les doigts, il y a de la bouffe qui arrive encore plus. Ça goûte bon. Fait que c'est comme ça qu'il est arrivé. Puis là, ça, je fais mon stage, je fais comme wow, c'était fascinant, j'ai tripé. J'arrive en clinique vétérinaire le mois d'après. Puis là, je vois la scène de 3 techniciens sur un chihuahua toy avec une muselière pour y couper les griffes. Puis j'ai fait. Je pense qu'on fait quelque chose de pas correct avec les chiens. Je pense que c'est pas optimal. En effet, c'est pas optimal, puis c'est pas optimal pour l'émotion aussi du chichichi, là. Ben non, pauvre chichichi. Parce que c'est un peu comme les goûts, hein. Ça se discute pas. Donc, s'il y a quelque chose qui me fait peur, moi, même si tu voulais me convaincre, Francis, de ne pas avoir peur de quelque chose, c'est pas pertinent. Donc, si l'animal, il perçoit ça comme une menace à sa vie, c'est pas le forçant que tu vas le convaincre que c'est pas une menace. Non, en fait, tu lui prouves qu'il a raison d'avoir peur parce que c'est vraiment désagréable, là, qu'est-ce qu'on lui fait subir. Puis si c'est toi qui lui fait subir, toi, tu peux être désagréable aussi. Tout à fait. Exact. Fait que, quand on fait ça à notre propre animal, puis je pense que dans le domaine vétérinaire, ça s'améliore avec toute la science et tout pour avoir des soins low stress qu'on appelle. Mais clairement, à la maison, quand on a notre animal, tu sais, on ne parle pas assez du consentement. Non, je niaise parce qu'on en parle vraiment souvent dans la vie, là, mais le consentement, ça marche aussi avec les animaux. Tu sais. Tellement. Donc, imagine-moi, je donne tout le temps l'exemple. T'as-tu déjà donné du sang à Francis ou eu une prise de sang? Oui. Ouais, une, 2 fois avant que je fasse mes stages en labo. Là. Tu sais, quand la madame a dit quel bras, juste mettre votre bras ici, là, imagine si elle t'avait dit comme rien, qu'elle t'aurait poussé assis, puis elle t'aurait pris le bras de force. Oh my God. Je sais pas ce qui s'en vient. Là. Tu sais, je sais pas ce qui s'en vient. T'aurais explosé. Je serais pas aussi à l'aise. Ben non, t'aurais fait un petit stress, là, c'est sûr et certain, parce que t'as aucun contrôle, t'as pas ton mot à dire, rien du tout. Fait que, on fait ça souvent avec nos animaux, que serait-ce de dire, ben là, j'ai décidé que je te prends dans mes bras. Tu
tu dois l'avoir vu souvent avec les chats, d'ailleurs. Ben oui, ben moi, avec les chats, là, moi, c'est un classique. Tu sais, les enfants qui veulent aller flatter le chat, puis là, naturellement, ils vont se finir par se faire griffer ou se faire mordre. Le chat, il veut pas. Il veut pas se faire flatter, il demande la permission. Fait que demande de consentement du minou, présente ta main, laisse-le se frotter la face sur ta main, puis s'il ne fait pas ça, ben il vient de te répondre « Ça me tente pas, merci beaucoup. » Alors, si tu continues, j'allais te mordre. Sans oui, c'est non. Ça fonctionne aussi avec les animaux. Donc, je trouvais ça important d'en parler. Mais bref, pour l'entraînement, mettons, là, on va revenir à l'entraînement. Quand tu parlais du tigre pour Granby, là, moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'il y a des différentes techniques qui existent pour mener un comportement, puis ils ont des noms. Puis je pense que souvent, ça, on ne les entend pas. On n'entend pas ça souvent, à moins d'être vraiment dans le domaine de l'entraînement. Les grandes catégories, là, c'est le leurre. Est-ce que tu aurais un exemple de leurre à nous donner? Oui, ben, je pense, moi, j'utilise la carotte au bout d'un bâton pour un âne, tu sais. Va chercher la carotte. OK, je pense juste à la carotte, là, mais j'avance. Exact. Il n'y a pas tant beaucoup d'apprentissage sur qu'est-ce que je viens de faire, parce que ce que je viens de faire, c'est suivre la carotte. Puis qu'est-ce que tu voulais montrer, c'est d'aller du point A au point B. Fait que non, j'ai pas porté attention à ça. C'était la carotte. Exact. L'autre, c'est du capture en anglais. C'est dans ton étogramme, comme on disait, tu as des comportements. Donc, te gratter le nez, ça arrive des fois. Ou cligner des yeux. Cligner des yeux, ça arrive. Puis, à chaque fois que tu clignes des yeux, je te donne ben, toi, ça va être 5 $. Oh, merci, c'est gentil. Je suis gratuit. Écoute, je suis pas cheap. Si tu me donnes des Swedish Berries, ça vaut plus. Ça fonctionne. Oh, OK. Ben, écoute, mon Dieu, je diverge, mais ça aussi, c'est important, là. C'est pas toi qui décide, c'est pas moi qui décide qu'est-ce qui est renforçant pour toi, tu vois. Ouais, c'est ça, qu'est-ce qui vaut. Pour certaines personnes, 5 $, c'est beaucoup, pour d'autres personnes, c'est des peanuts, puis je ferais aucun effort pour avoir 5 $. Là. Puis pour certaines personnes, un Swedish Berries, ça vaut rien, puis pour moi, ça vaut. Ça vaut la totale. C'est bon des Swedish Berries. C'est les petites framboises, pas n'importe quelles, les Maynards. Pas n'importe quelles, les Maynards. On fait des pubs. Oui. Mais bref, donc, il y a le capture, c'est que je te donne une récompense quand tu fais quelque chose qui fait partie de ton étogramme déjà. Puis, à force de te donner des renforcements pour ça, tu vas donc le répéter. Puis ça va me permettre de déduire qu'est-ce que j'ai fait pour recevoir mon petit biscuit. En tout cas, merci je l'aime, merci. Puis là, OK, c'est quand je fais ça que tu me donnes des biscuits. OK, je peux le refaire, il n'y a pas de problème. Oui, bien c'est comme jouer à chaud-froid. Ouais. Un petit peu. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas trop où je m'en vais, mais à force que tu me donnes des indices, je peux déduire. Exactement. Puis l'autre technique qui est un petit peu plus tricky, c'est le shaping, le modelage, qui est, par exemple, si je veux montrer à mon chien à faire du skateboard, on s'entend que le leurrer, ça ne va pas tout faire, parce qu'il va falloir qu'il pousse le skateboard. Le capture, c'est absolument pas dans les comportements de base de mon chien de faire du skateboard. Non, je pense pas. Donc, je vais être obligée de montrer à l'animal à toucher la planche, après ça, mettre 2 pieds sur la planche, après ça, pousser la planche. Donc, c'est vraiment des approximations qui, au fil du temps, par, je vais dire, frustration, parce qu'on arrête de renforcer un palier pour attendre qu'il atteigne un autre palier pour le renforcer. Donc, par petite approximation, on va se rendre à un comportement qui est plus complet. OK, genre, mettons, le chien, il explore le skateboard, il met sa patte dessus, je dis, hey, bravo, bon, je te donne un biscuit. Là, j'apprends, OK, je remets ma patte, tu me donnes un biscuit à chaque fois, puis à un moment donné, je mets ma patte, là, tu me payes pas. Oui, fait que là, tu frustres, comme là, j'ai mis ma patte. Écoute, la règle, c'était, je mets ma patte, j'ai un biscuit, là, je mets ma patte, j'ai pas de biscuit. Esti, donne-moi un biscuit, puis là, ben, je remettrai ma patte plus fort. Exact, puis là, je pourrais renforcer pour ça. Puis, les animaux comprennent bien le concept au fur et à mesure, là, tu sais. Puis, ils vont augmenter leur comportement en général quand on arrête de les renforcer pour un truc. Moi, j'ai aimé les animaux comprennent le concept. C'est-à-dire, plus tu pratiques avec l'animal sur ce code-là, sur ce système-là, genre, tu vois, là, on est sur un skateboard, chien, mais regarde, on va aller sur ton tapis. Sur ton tapis, si tu mets les pieds sur ton tapis, ça va être la même affaire. Puis là, OK, je me souviens, parce que tu as utilisé le même système de l'autre fois, là, que si j'amenais, je suis mieux pour déduire la prochaine étape pour avoir le biscuit. Fait que je commence à être meilleur à apprendre ton système, puis ça revient avec une meilleure communication que tu disais direct au début. Oui, exact. Puis c'est un truc qui s'applique vraiment dans toutes les sphères. Puis les animaux, ils comprennent le jeu. Tu sais, quand tu as joué chaud-froid pour une fois,
Ouais. OK, tu as compris, mais quand ça fait 2-3 ans que tu joues à chaud-froid, tu es un expert en Ah ouais, là, chaud-froid. t'es plus gêné de regarder. C'est cet objet-là, non, parfait. C'est cet objet-là, puis tu te dégênes. Fait que ça, je pense que c'est les grandes familles de méthodes, de conditionnement, d'entraînement. Puis on n'a pas touché, mais du côté, moi je les sépare là, dans ma tête, là, conditionnement opérant, c'est à gauche. Donc quand je parle de renforcement de punition, moi dans ma tête, c'est à gauche. Puis ça tombe sur le leurre, la capture, puis le modelage. Ouais. Puis le conditionnement classique, moi je vois ça à droite. Puis ça, c'est les techniques comme la désensibilisation, le contre-conditionnement classique. Donc, ces choses-là. Ouais. Ça, c'est vraiment quand on veut s'occuper d'une émotion ou d'un état physiologique. C'est ça. Et si on veut s'occuper d'un comportement, là, volontaire, rationnel. Exact, c'est de l'autre côté. Ouais. C'est sûr et certain qu'il y a des choses qui se touchent par en dessous puis qui vont se relier. Les deux techniques ensemble, on peut penser au contre-conditionnement opérant. Donc, je montre, mon chien il a peur d'un sac de vidange, je vais l'entraîner à aller toucher le sac de vidange. Donc, plus il graduellement. va... Graduellement. Mais là, on est dans une technique qui est plus mixte. Ouais. Mais... Parce qu'il a peur du sac de vidange, mais à chaque fois qu'il fait que tu lui demandes de s'avancer, puis il s'avance un petit peu, tu lui donnes un biscuit. Fait que ça, c'est comme un renforcement positif, mais il fait comme s'avancer, donner un biscuit, c'est le fun. Le sac à vidange ne m'a pas encore tué, puis j'ai reçu un biscuit après tout ça, c'est le fun. Fait que sac à vidange égale le fun. Fait que tu sais, c'est intimement lié tout ça. Là. Ben oui, tout à fait. Mais je pense que des fois, on se complique la vie. Ouais. Je veux dire. Parce qu'on rajoute des règles de plus. Ah ben là, c'est parce que là, il faut que tu montres que je suis le chef. Ah ben là, faut qu'il fasse pour mes beaux yeux. Hein? Il est têtu, il est supposé le faire quand je lui demande maintenant. Exact. Ou qu'il n'y a pas à être payé. Ah, c'est ça. Ah ben là, tu n'as pas fait assez d'efforts, tu ne mérites pas. Oui, ou pourquoi on ne donne pas comme des biscuits vraiment plus souvent? On s'attend à ce qu'il fasse sans paye. Je veux dire, moi, après 2 semaines de travail que tu ne me payes pas, je ne sais pas comment on pourrait s'attendre à ce que je continue. Puis ça, on pourrait en parler une autre fois pour les ratios, mais il y a des façons pour que le comportement il colle puis qu'il reste quand on a un ratio qui est variable, comme un peu genre acheter des billets de loto qui gagnent jamais, mais je continue pareil. Aussi, ou nécessairement au casino, quand tu gagnes une fois sur 5, après ça sur 8, après ça sur 2, après ça sur 30, ben, ton comportement, il va rester. Maudit gambling. Maudit gambling. Ah, les vices. Les problèmes de jeu. N'entraînez pas votre animal, vous pourriez développer un problème de jeu. Votre animal devient gambler. Mais pour vrai, il y a des animaux, pas qui deviennent, pas de maladie, là, mais je veux dire, on profite de ce phénomène-là de loterie, puis on sait que les animaux vont faire comme, man, je m'essaye juste d'un coup que j'ai mon 1000$, mon jackpot. Puis ça marche. Ça garde la motivation, c'est ça, je pense que tu exprimais dans les ratios. Oui, mais je pense que ça marche aussi pour les humains, mais moins... ben là, on ne tombera pas comme dans les dépendances au jeu, mais... non. D'avoir une bonne réponse à un examen, on veut recommencer. Toute cette espèce de rétroaction positive, on la veut toujours encore. Donc, on est un peu addict avec ça, que ce soit pour de l'argent, que ce soit pour de la reconnaissance ou le sentiment de bien-être si je te donne un cadeau puis que j'aime ça. Donc, on est un peu, de toute façon, addict à ça. Yeah. Ça revient à la dopamine. On est dopé, on carbure à ça. Écoute, c'est bien la dopamine, là, je veux dire. C'est naturel, Francis. C'est naturel, la dopamine, fait que c'est nécessairement bon. C'est nécessairement bon si c'est naturel. Nice! Ben, fait que si on résume un peu au niveau des apprentissages, là, de comment ça apprend un animal, ça a une mémoire, ça fait des liens. L'apprentissage, c'est pas toi qui... Mettons, tu es l'animal qui apprend, tu décides pas de qu'est-ce que tu apprends. Ça dépend des informations auxquelles tu as accès. Fait que justement, s'il y a trop d'infos, c'est plus dur de faire l'apprentissage que la personne qui a fait le scénario voulait, comme au tout début. Puis, les émotions jouent beaucoup comme information parce qu'après tout, une émotion, c'est une information que ton corps te donne. Ce qui se passe, c'est le fun. Ce qui se passe, c'est pas le fun. Puis là, il y a des nuances, naturellement. Tu fais des associations entre des événements puis qu'est-ce que ça annonce, puis tu fais des associations entre ce que tu fais puis ce que ça provoque. Tout à fait. Comme conséquence. En ai-je oublié? Ben non, moi je pense que ça résume vraiment bien, puis aussi de se rappeler
que, tu sais, on a parlé de renforcement puis de punition, là. Puis je vais le répéter, c'est un aspect de perspective. Moi, mon animal n'aime pas être flatté. Si toi, tu viens chez moi puis tu lui demandes un assis puis tu le flattes, tu es en train de le punir. Ouais, c'est ça. La punition, c'est pas toi ce que tu penses que c'est ce que lui, il aime ou pas. Puis, tu as dû déjà avoir des conversations comme ça, mais moi, j'avais avec une technicienne, quand mon chien, il fait X, Y, Z de pas correct, selon les règles de la maison, je vais le mettre dans sa cage. Je dis, OK, mais ça, c'est une punition négative. Parce que je l'enlève, tu sais, Tu l'enlèves du contact humain, genre, tu l'enlèves de... Je fais une privation pour qu'il cesse son comportement jugé inadéquat. Puis après ça, elle de me dire, oui, mais il aime sa cage. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on fait, là. Donc, tu le renforces, donc il est content d'être dans sa cage? Ouais, c'est pas clair. Donc, tu sais, de toujours se demander, c'est quoi la perception de l'animal quand on lui donne... C'est elle la vérité, au final. Ouais, puis de dire, ben moi, je te paye... mon chien, je peux lui donner des bouts de carottes, puis ça vaut autant que du poulet. Mais il y a des chiens qui disent, moi, là, en bas, genre de la dinde, un chat. Non. Si tu me donnes pas de la dinde, je fais rien pour toi, mon ami. Donc moi, là, je travaille pas en bas de 20$ de l'heure. C'est ça qu'il dit. Puis tu peux pas le changer, ça. Ouais. Puis justement, ça, c'est un des beaux défis des chats. Ça apprend des chats. C'est juste que si une majorité de chats mangent à volonté. T'sais, ils ont leur petite gamelle, là, c'est le classique, là. C'est discutable de qu'est-ce qui est le mieux, mais bref, petite gamelle à volonté, s'il n'a pas faim, le chat, pourquoi il travaillerait? Puis, une autre affaire, s'il y a de la bouffe accessible gratis, pourquoi il travaillerait pour en avoir? Ben, c'est ça, si tu gagnais comme 1500$ par semaine à pas travailler. T'as beau m'offrir 100$ pour une minute de travail. Genre, je suis un peu patient puis je vais l'avoir pareil. Ça va dépendre de ton effort à mettre. Ben oui, puis essaie d'avoir de la motivation des employés, mettons, le lendemain du jour de paye. Dans le sens, il y a tout cet aspect-là de gestion de motivation. Puis ça, à la limite, on pourrait en reparler, mais il y a plein de choses à faire pour améliorer la motivation de notre animal puis mieux comprendre aussi qu'est-ce qui le motive. Parce que oui, quand on arrive dans les problèmes de comportement, de dire « Oh mon Dieu, mon chien est hyper réactif quand il voit un écureuil. » Puis moi, je leur disais « Faut que tu vales plus qu'un écureuil. » Ben, bonne chance, premièrement, parce qu'un écureuil, c'est au moins 6 chiffres d'argent. mais bref, c'est ça qu'il faut que tu analyses, en fait, pour être capable d'intervenir. Plutôt que de se dire « Ah, ben, il est juste têtu. » Ah oui, il est têtu. Voilà, j'ai répondu. Ça justifie mon inaction. Il est têtu. Sais-tu qu'est-ce qui est le fun en critiquant, en mettant une étiquette de têtu sur l'animal? C'est qu'on s'élimine de la solution. C'est pas de ma faute. C'est de la faute du chien. C'est la faute du chien, puis je suis même pas responsable, en fait, de faire quelque chose là-dessus pour que ça change. Parce que c'est sa personnalité, il est fait sa personnalité, il est fait comme ça, donc je peux rien y faire. Donc, c'est aussi une façon de se dégager de la responsabilité. À même titre que punir, puis ça, je pense qu'on a déjà parlé, toi puis moi, mais punir en tant qu'humain sur son chien, c'est renforçant. Ouais, ben oui, parce que quand le chien jappe, là, tu lui dis non fâché, il va au moins s'arrêter un bref instant pour te regarder puis faire peut-être un petit pipi nerveux. Là. Tu sais, il va faire... Pendant un instant, j'ai oublié l'écureuil ou le chien l'autre bord de la rue. Là. Fait que j'arrête. Fait que là, moi, en tant qu'humain, mon comportement a mené à une conséquence agréable pour moi. Fait que c'était un renforcement négatif. Tu m'as enlevé le désagrément, l'épine du pied d'entendre mon chien japper. Ben oui, puis en fait, tu as eu l'impression d'avoir du contrôle sur la situation. Tellement. Par contre, quand on se met à poser des questions aux gens, ils recommencent-tu à japper après, la prochaine fois qu'ils voient un autre chien? Oui. Ça marche-tu ce que tu fais à long terme? Non. Puis là, genre, les fils se touchent, puis là, je ne sais plus, puis il y a dissonance cognitive. On en reparlera une autre fois. Fait que oui, entraînement, nécessairement relié à la motivation, à l'apprentissage, qui est lié à l'apprentissage, puis à la motivation, puis à l'apprentissage, puis à la motivation. C'est un beau cercle qui n'arrête pas de tourner. Ouais. Donc, mais... Puis dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, là, c'est qu'il faut que l'animal y ait du plaisir avec l'humain, avec vous autres, parce que le risque, c'est qu'il associe des désagréments avec vous autres, puis que là, ça pige dans la banque de confiance qu'il y a envers vous, puis ça, vous ne voulez pas ça, parce que c'est très précieux de la confiance. Vous voulez être son meilleur ami, pas quelqu'un qui se méfie, dont il se méfie. Ce qui est super important aussi avec l'entraînement avec
l'interaction avec l'animal, c'est que ça soit à son rythme, il faut respecter ses limites. Puis ça revient encore à... Il ne faut pas que ça soit désagréable. Puis si on retient juste ça, là, à date, il y a peu de choses qu'on va faire pour le nuire, puis pour compliquer les choses, ou même pour causer des problèmes. C'est très bienveillant, en fait. Oui, il faut que ça soit comme ça, comme avec les humains. On veut, quand on est dans une atmosphère bienveillante, on se développe, on s'exprime, on s'épanouit davantage. Ça fait déjà 1 heure qu'on jase. Ok, c'est beau! Ah, c'est beau. Puis on n'a même pas fini de parler, on a juste parlé d'aspects très général, puis de la science de. Fait que c'est sûr qu'on va refaire un autre épisode, qu'on va reprendre là où on s'est laissé. Fait que mais merci beaucoup, Laurence. Hein, merci, Francis. Encore une fois, c'est fou parce qu'on se parle tout le temps, puis on se trouve d'autres choses à dire encore. Je capote. Ça n'a pas de bon sens. Fait que, ça n'a pas de bon sens. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si vous aimiez l'épisode, si encore une fois, il y a des gens dans votre entourage que vous aimeriez qu'ils entendent ces mots-là, partagez-le, OK? Ça va nous faire vraiment plaisir. Mettez les commentaires. S'il y a des sujets qu'on a abordés, effleurés dans tout ça, puis j'ai mal compris quelque chose, peux-tu m'expliquer un concept ou peux-tu aller plus loin dans la prochaine affaire? Dites-nous-le vraiment, s'il vous plaît. On veut entendre vos commentaires, vos questions. On va vous répondre avec grand plaisir. Fait que partagez ça. Suivez-nous. On va en faire plein d'autres des petites affaires demain. Puis on se dit donc à la prochaine fois. On se voit bientôt. À la prochaine. Bientôt. OK, bye. OK, bye.